matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. À la volée, je suis toujours très heureuse de retrouver Jacques Beau parce que je sais qu'on va avoir un temps absolument passionnant, surtout que là les sujets sont très riches. Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Ancien colonel d'état-major général, ancien membre du renseignement stratégique suisse, spécialisé question des pays d'Europe de l'Est, notamment formé dans les services de renseignement américains et britanniques, et auteur de très nombreux ouvrages. Lequel dois-je citer? L'art de la guerre russe chez Max Milo ou Vaincre le terrorisme djihadiste. Bon. Voilà. Faites votre choix. Ouais, vous pouvez me dire, je suis sûr que je vais recevoir un mot de l'éditeur qui va me dire non, il y avait celui-là, c'était bon. On reste ouvert, on pourra en citer d'autres tout au long de cette émission, Jacques Beau. Alors, aujourd'hui, je suis très contente de vous avoir parce que, comme je disais, on vit une époque qui est difficile, c'est sûr, mais dans un temps qui s'accélère avec beaucoup de révélations. Même moi, je pense qu'on est dans un temps du grand dévoilement. Et à travers ces révélations, on a suivi, on vous a parlé hier de Robert Kennedy Jr., chers amis, les candidats pour le gouvernement de Trump qui ont passé leurs auditions la semaine dernière devant le Congrès, qui permettent finalement ces auditions de mettre à jour et le programme de ces différents candidats à leur poste, mais également d'entendre certaines informations exclusives qu'on n'entend pas ailleurs ou qu'on n'avait pas l'occasion de voir officielles. Eh bien, parmi ces figures très intéressantes à suivre, on a parlé de Kennedy évidemment, mais il y a aussi Kash Patel, candidat pour la direction du FBI, et Tulsi Gabbard pour la direction du renseignement américain, qui est passée, elle, jeudi 30 sur le grill de cette commission du Sénat. Eh bien, Tulsi Gabbard, son discours était vraiment très fort, et elle est revenue sur la corruption du renseignement américain, qui, selon elle, est au service d'intérêts autres que ceux des Américains. Propose d'écouter un extrait. And the undermining of our national security and God-given freedoms enshrined in the Constitution. The most obvious example of one of these failures is our invasion of Iraq based upon a total fabrication or complete failure of fabrication et échec intelligence. complet du renseignement en Irak. C'est l'un des exemples de la faillite du renseignement, j'ai raté le début, la faillite du renseignement américain qui n'était pas là pour servir les Américains en premier. Donc elle parle de l'invasion de l'Irak qui était, selon elle, fondée sur une fabrication totale ou un échec complet du renseignement. Et puis, un petit peu plus loin dans ce discours, elle revient sur Al-Qaïda et sur la lutte contre Al-Qaïda. Et elle dit que finalement, les renseignements ont tendance à faire passer des extrémistes islamistes pour des soi-disant rebelles. Moi, ça m'a fait penser un peu à ce qui se passe aussi en Europe. Elle dit Al-Qaïda est même de notre côté en Syrie. En tout cas a été. Je vous propose d'écouter cet extrait également. The fact is, what truly unsettles my political Ce qui dérange opponents is I vraiment mes refuse opposants, to c'est be que je their refuse puppet. d'être leur marionnette. I have no love for Assad or Gaddafi or any Je n'ai pas dictator. d'amour pour Assad ou I Kadhafi just hate ou tout Al-Qaïda. dictateur. I Je hate déteste that juste we have Al-Qaïda. leaders who cozy up to Islamist extremists, Je déteste que nous ayons des them to dirigeants so-called qui se rapprochent rebels. des extrémistes As Jake islamistes, Sullivan said to Hillary Clinton, les quote, Al-Qaïda is on minimisant our en soi-disant side in rebelles. Syria. Je rappelle qu'Al-Qaïda est de notre côté en Syrie. Je crois qu'elle cite Clinton, mais je n'ai pas entendu qui. Voilà, ça c'est quand même très intéressant parce qu'on voit Tulsi Gabbard ici qui revient notamment sur l'invasion en Irak, fondée, encore une fois, comme elle le dit, sur une fabrication totale ou un échec complet du renseignement. Fabrication totale du renseignement, c'est quand même ce qu'elle dit. C'est juste énorme. Et puis, Al-Qaïda est de notre côté en Syrie, donc on voit bien ici les déviances de ce renseignement ou de cet état profond, on l'appelle comme on veut. Voilà, donc des révélations qui disent évidemment beaucoup sur le rôle des États-Unis, de l'état profond, sur le déclenchement des guerres sur un sol étranger. Là, on parle de la Syrie, mais on pourrait penser, on parle de l'Irak, on parle de la Syrie, on pourrait aussi penser à l'Afghanistan, on pourrait penser à l'Ukraine. Et il se trouve que dernièrement, il y a un autre scandale qui est sorti, c'est celui du rôle de l'USAID, donc l'Agence des États-Unis pour le développement international. Eh bien, Kennedy Jr. a révélé que cette agence était une façade de la CIA. Je vous propose également d'écouter. 2014. There are riots. Alors, je crois que it's called the Maidan Rebellion in Ukraine, which we're not told that we are financing those riots. Nous avons financé les émeutes en Ukraine. Les journaux ne l'ont jamais dit. L'USAID est une façade de la CIA. Elle a investi 5 milliards de dollars dans le financement de ces émeutes.
Ces émeutes produisent un coup d'État contre le premier gouvernement démocratiquement élu de l'Ukraine. Voilà, donc là, révélation importante aussi, cette agence des États-Unis pour le développement international, USAID, très connue, hein, vous tapez sur Google, vous trouvez tout de suite à quel point cette aide est internationale, mondiale, et à quel point elle aide l'ensemble de la planète. Eh bien, on a quand même un Kennedy Jr., probable prochain ministre de la Santé et de l'Agriculture, qui révèle que c'est une façade de la CIA et qui a acheminé secrètement 5 milliards de dollars en 2014 pour soutenir des émeutes en Ukraine. Et le même Kennedy, un petit peu plus loin, toujours c'était chez Tucker Carlson, je ne sais pas si j'ai précisé, rappelle que la CIA n'est pas tout à fait démocratique et il va jusqu'à dire le nombre de gouvernements, démocratiques, que la CIA a renversé. Écoutez ça. Et la CIA ne fait pas de démocratie, vous savez. La CIA a renversé, je pense, 83 gouvernements entre 1947 et 1997, soit un tiers des gouvernements de la planète. Et la plupart d'entre eux étaient des démocraties. Donc la CIA ne fait pas de démocratie. Voilà ce que dit Kennedy chez Tucker Carlson. Alors, quand on sait tout ça, quand on entend ces révélations, on s'autorise à penser que peut-être vraiment les guerres par proxy déclenchées par les États-Unis vont s'arrêter ou freiner avec ce nouveau gouvernement Trump. Et puis, on a vu certaines actions de Donald Trump en Israël, notamment, avec ce cessez-le-feu. Et puis, on se rappelle également la promesse de Donald Trump de régler le conflit russo-ukrainien en 48 heures. Bon, certes, les 48 heures sont passées, mais Donald Trump a, je le rappelle, envoyé un émissaire présent pour 100 jours sur place, un ancien vétéran de la guerre au Vietnam, il me semble, Case Kellogg, qui s'est déclaré très confiant encore dimanche dernier pour sa mission. Alors, la guerre, finalement, la guerre contre l'État profond, est-elle vraiment déclarée par Donald Trump et son futur gouvernement? Et si oui, cela signifie-t-il vraiment qu'il va y avoir un frein dans les déclenchements de guerre ou même un apaisement sur la planète, comme on peut le voir pour Israël ou pour l'Ukraine-Russie. Et évidemment, je suis très heureuse de me tourner vers Jacques Beau pour avoir toutes ces réponses. Bon, bonjour, merci de m'inviter. Et la question que vous posez est en réalité une question un peu millefeuille, parce que les choses sont un peu plus compliquées que ce qu'on veut bien dire. Lorsque Tulsi Gabbard dit que l'affaire de l'Irak était une corruption du renseignement, c'est pas tout à fait exact. En réalité, la CIA, pour prendre cet exemple, avait des avis totalement inverses et prétendait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Et c'est d'ailleurs pour contourner ça que Donald Rumsfeld a créé un espèce de centre d'analyse qui pourrait être comparé. Je ne prétends pas que ce centre a été fait dans ce sens-là en France, mais c'est le SGDSN, c'est le centre pour la comment dire maintenant l'abréviation en français ne me vient plus, mais c'est un centre d'analyse qui est destiné à la présidence de la République, si vous voulez. Et c'est un peu la même chose qui a été créée juste avant la guerre en Irak par Donald Rumsfeld avec des analystes sélectionnés pour contourner précisément les analyses des services de renseignement qui, eux, étaient opposés à ce que disait George Bush. Pour plusieurs raisons, mais enfin surtout pour des raisons factuelles. Et ça, c'est des choses qu'on connaît assez mal. Aujourd'hui, on aime bien, surtout en France, dire « Ah, c'est la CIA ». Pas tout à fait exact. Et c'est pas que nous qui le disons, il y a aussi Tulsi Gabbard quand même. Hein. Oui, non, mais elle le dit, bien sûr, mais parce que c'est ce qu'il y a dans les médias, etc. La réalité est différente et il y a eu des rapports, comment dire, du comité, enfin de la commission du Sénat pour la surveillance des services de renseignement qui ont clairement établi ça. Et on savait qu'il y avait d'autres services de renseignement qui avaient eu des avis beaucoup plus pertinents, etc. Mais les décisions ont été prises finalement sur la base de cellules ou d'officines qui ont été créées pour influencer la décision. C'est pas nouveau d'ailleurs. On a refait ça récemment pour l'Ukraine, on a refait ça récemment pour la Palestine. Donc il y a rien de nouveau là-dedans. Mais ce qui veut dire qu'en gros,
on a instrumentalisé la notion de renseignement, si vous voulez, mais pas nécessairement les services eux-mêmes. Ce qui ne veut pas dire que tout est blanc et noir. Quand on dit la CIA a renversé des gouvernements, alors c'est tout à fait exact. Que la CIA a contribué à financer ceci et ça, c'est tout à fait exact. Mais il ne faut pas oublier que la CIA n'est pas un organe qui travaille de manière totalement indépendante. Il ne travaille pas pour eux. Il travaille sous la conduite à l'époque. Maintenant, c'est plus le cas. Justement, il y a l'opposition de renseignement national, la direction du renseignement national, le poste auquel Tulsi Gabbard aspire, qui est un organe qui fédère tous les organes de renseignement, y compris la CIA. À l'époque de la guerre de l'Irak, il n'y avait pas cette institution. La CIA était le primus inter pares de la communauté du renseignement, et c'est la CIA qui était l'interface entre la présidence et les institutions de renseignement. Et aujourd'hui, on a mis un échelon supérieur pour éviter justement qu'il y ait trop de poids pour la CIA. Mais ceci étant, la CIA travaillait toujours sur les ordres des présidents. Vous comprenez, c'est pas quelque chose qui dégomme des présidents ou assassine des gens simplement comme ça parce qu'ils ont envie de le faire. Il y a des politiques. Il y a des ordres derrière. Il y a des ordres politiques derrière. Derrière, c'est tout à fait clair. Donc, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus profond que ce qu'on veut bien dire. Voilà, ça, c'est important de le dire. D'accord. Ceci étant, ce que Tulsi Gabbard dit en substance n'est pas complètement faux. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il y a une instrumentalisation du renseignement. Et cette ou de partie du renseignement. Vous voyez, Donald Trump, lorsqu'il est arrivé, une des premières mesures qu'il a prises, ça a été de retirer les autorisations de sécurité d'un certain nombre de 51 membres des services de renseignement qui avaient signé une lettre commune à propos d'ailleurs du laptop du fils de Biden enfin bref, on ne va pas entrer dans tous les détails de cette affaire qui est assez complexe. Mais en substance, ces 51 cadres du renseignement américain avaient essayé de faire croire que le laptop de Biden, il n'y avait rien de répréhensible là-dedans, etc. Et les documents trouvés, c'était du montage de la Russie, etc. Et ces 51, c'est un peu exactement le même principe, c'est-à-dire que quand les services de renseignement on sent que les services de renseignement ne vont pas répondre à ce qu'on souhaite d'eux, alors on extrait des gens et on fait. C'est comme par exemple ceux qui ont déclaré que le virus. Alors je ne veux pas entrer dans ce débat qui est interminable, mais la question du virus de Wuhan, etc. Il y a eu des gens du renseignement qui ont fait la même chose, des gens sélectionnés, non pas les services, mais des individus sélectionnés dans chaque service qui ont signé des lettres, etc. Donc, on a instrumentalisé le renseignement pour donner une crédibilité à de fausses informations. Oui, ou à des ordres, ou à des politiques. C'est-à-dire qu'on utilise le renseignement au moment où il y a des éléments ou certaines personnes qui vont dire certaines choses. On l'utilise à un temps T fixe pour récupérer cet arrêt sur image, on va dire, et l'instrumentaliser comme on veut pour des ordres politiques. On l'a vu, comme vous le dites, pour le Covid. Voilà, et ça, juste ça c'est très important. Puisqu'on a l'extrait de Tulsi Gabbard sur Tony Blinken, justement, ne nous privons pas, allons à la source également. Tulsi Gabbard, toujours dans cette audition au Congrès jeudi 30 janvier dernier, qui est revenu sur ce conseiller de campagne de Biden, Tony Blinken, qui est, d'après ce qu'elle dit, à l'origine de la lettre des 51 anciens hauts responsables du renseignement qui disent que Hunter Biden circulait, il n'y a rien à voir, en gros, le laptop, et qui attaquent après particulièrement Trump pour ses collusions avec la Russie. On écoute juste cet extrait. Biden campaign advisor Tony Blinken. Donc, le conseiller de campagne de Biden, Tony Blinken, a été à l'origine de la lettre des 51. Aux responsables de renseignement, rejetant l'ordinateur portable de Hunter Biden comme
comme de la désinformation spécifiquement pour aider Biden à remporter l'élection. Voilà ce que dit ici Tulsi Gabbard, juste pour illustrer ce que vous disiez. Donc on a bien compris déjà votre premier point, Jacques Beau, c'est-à-dire c'est trop simple de dire c'est la faute de la CIA, si on reprend le pouvoir sur la CIA, tout est fini. Il y a des ordres derrière et la CIA est instrumentalisée. Donc ça, on a compris ce point-là. Mais si on continue d'avancer donc, dans l'analyse de ce qui se passe en ce moment, quelles sont les nouveautés tout de même? Est-ce que, pour revenir à l'idée peut-être d'une volonté de paix, que ce soit en Ukraine, qu'est-ce qui se passe avec le fameux émissaire Kees Kellogg? Et puis, plus généralement, est-ce que malgré tout, cette dénonciation de Tulsi Gabbard de dire on a déclenché une guerre en Irak sur de mauvais fondements, est-ce que ça veut dire on ne veut plus aujourd'hui déclencher, qu'on va lutter, alors, que ce soit contre le renseignement ou alors contre le complexe militaro-industriel ou contre les politiques qui ont eu de mauvaises idées, peu importe, qu'on se mette à lutter contre ces déclenchements de guerre non justifiés? D'abord, il faut comprendre que le fait de déclencher des guerres, on l'a vu avec l'administration Bush, on l'a vu avec les administrations démocrates qui sont venues par la suite. Obama n'en a pas aussi. Obama en a déclenché, absolument. C'est Trump qui n'a pas déclenché. Donc, on voit qu'on a un phénomène qui est dit bipartisan. Et l'administration américaine, vous avez évoqué tout à l'heure USAID, mais vous auriez pu évoquer le National Endowment for Democracy, qui est la NED, qui est une autre officine qui a été créée d'ailleurs pour alléger le travail de la CIA. Ce n'est pas des officines de la CIA. C'est aussi important de le dire formellement. C'est des officines qui font disons que la guerre ou les guerres qui sont menées par les États-Unis et de même que d'ailleurs l'activité de la CIA et de tout, sont intégrés dans un concept de politique étrangère. Et dans cette politique étrangère, elle comprend plusieurs facettes. Il y a la force armée qui joue un rôle, il y a la force clandestine qui joue un rôle, et il y a les forces intermédiaires, les zones grises si vous voulez. Et c'est pour couvrir ces zones grises que vous avez USAID, NED, qui compense un petit peu le travail, parce que le problème qu'il y avait dans les années 80, c'est que la CIA faisait à peu près tout le travail de cette politique étrangère qui n'était pas totalement blanche, on peut dire ça comme ça, et ça distrayait des capacités de la CIA qui est plutôt qui est organisée ou qui devait être organisée pour des opérations purement clandestines. Et donc, on a essayé d'enlever ce qui n'était pas tout à fait clandestin et de le déléguer à des entreprises qui font ce travail de zone grise. La NED, par exemple, National Endowment for Democracy, c'est une organisation qui finance des ONG, des groupes de pression, des groupes citoyens, etc., pour faire de la subversion dans les pays. On l'a vu en Géorgie, on l'a vu en Roumanie, on le voit un peu partout. Et en Ukraine. Et c'est un travail qui n'est pas totalement clandestin, parce que ces ONG ont pignon sur rue, elles ont d'ailleurs elles veulent faire la liberté d'expression, etc., etc. Donc, Navalny, par exemple, était financé par la National Endowment for Democracy. Donc, on finance les oppositions dans le but de déstabiliser des gouvernements. Ce financement en soi, il n'est pas illégal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez des pays comme la Géorgie qui ont adopté des lois qui sont d'ailleurs les mêmes, une loi semblable à celle qu'il y a aux États-Unis, qui oblige des institutions ou des organisations à annoncer lorsqu'ils sont financés depuis l'étranger, de façon à ce qu'on puisse, le gouvernement, l'État puisse avoir un contrôle sur les organisations qui agissent sur son territoire, mais qui sont financées de l'extérieur, parce que c'est le travail de la NED. Donc on voit là l'une des tentacules. Il y a ce qui est gris, il y a ce qui est noir, et ce qui est blanc. Voilà. Et alors maintenant, on est dans une situation où les Américains, enfin Trump en particulier, et les gens qui sont avec lui, ont vu que les guerres que l'on pratique sont en réalité des trous noirs qui servent à rien du tout. On déverse de l'argent et ça rapporte rien. Et l'exemple de la guerre en Ukraine en est le plus grand exemple. Et c'est la raison pour laquelle Trump veut terminer ça. Trump n'est pas un pacifiste.
Et c'est la même chose au Moyen-Orient. C'est pas un pacifiste. Simplement, il veut pas être entraîné dans des conflits qui vont distraire des ressources de son projet, qui est faire de l'Amérique grande Great again. make America great again. Et c'est sa manière de rendre à l'Amérique sa grandeur. Donc, il y a deux manières, si vous voulez, dans la politique américaine. Les démocrates ont plutôt tendance à dire que la grandeur américaine est créée par la grandeur à l'extérieur du pays, y compris par la présence militaire, etc., alors que les républicains ont plutôt, je dis bien plutôt, la vision que c'est l'Amérique qui doit être grande, qui doit produire, qui doit inonder le marché mondial de ses produits, etc., etc. Si vous voulez, c'est une grandeur depuis l'intérieur, alors que les démocrates voient plutôt une grandeur depuis l'extérieur, qui diffuse des valeurs, etc. Évidemment, aujourd'hui, on peut y mettre le wokisme et tout ce que vous voulez, mais si vous voulez, les démocrates ont plutôt une approche extérieure de la grandeur de l'Amérique, alors que Trump a une vision très orthodoxe d'un point de vue républicain pour créer cette grandeur de l'intérieur. Et il sait que pour restituer la grandeur de l'Amérique, notamment reconstituer un tissu économique, reconstituer une économie basée sur la production et non pas sur la finance, eh bien, ça va lui coûter des milliards de dollars. Et ces milliards de dollars, il sait que ce qu'on dépense pour des guerres ne rapporte strictement rien à la grandeur de l'Amérique. Oui. Typiquement, l'Ukraine est cet exemple. Ça rapporte Donc, voilà au complexe militaro-industriel, mais pas à l'Amérique. Oui. Pardon ? Ça rapporte au complexe militaro-industriel qui avait ses intérêts, mais pas à l'Amérique. Oui, c'est-à-dire que le complexe militaro-industriel, de toute façon, il tirera toujours ses marrons du feu parce que, vous savez, même durant la guerre froide, alors qu'on était dans une paix relative, comme on aimait le dire, il y avait le complexe militaro-industriel fonctionnait. On n'est pas, et typiquement en Europe. Je dirais même que le complexe militaro-industriel s'est jamais mieux porté que pendant les périodes de paix. Oui. Voyez, donc c'est pas nécessairement la guerre qui crée la richesse du complexe militaro-industriel. Le complexe militaro-industriel, il a de toute façon des exigences d'évolution technologique, il y a de remplacement des matériels, etc. Donc il y a bien d'autres. Ce complexe, il vivra et survivra toujours. Le problème, c'est le reste de l'économie. Et on voit typiquement aujourd'hui l'exemple de DeepSeek, par exemple. Ça, c'est un bon exemple qui montre que les Américains ont perdu l'habitude de produire des choses qui sont efficaces à un prix abordable. Oui. Et l'opposition qu'il y a entre OpenAI et puis le DeepSeek montre que les Chinois sont capables d'investir dans la recherche et le développement de sorte à produire des choses à relativement bon prix qui sont bien plus performantes que ce que font les Américains. Donc tout ça, c'est des choses qui montrent la faiblesse des capacités américaines et c'est ce que veut restaurer Donald Trump. Et donc pour ça, il doit rapatrier de l'argent. C'est pour ça qu'il veut sanctionner les pays qui n'utilisent plus le dollar, parce que, évidemment, que les bons du Trésor sont une source de revenus des États-Unis et donc il faut du dollar qui soit en circulation. C'est pour ça que Trump déclare qu'il va sanctionner les pays qui n'achètent pas du gaz naturel liquéfié américain, et typiquement l'Union européenne. C'est pour ça qu'il met des droits d'importation, ce que les Américains appellent tariff, sur les produits importés, de façon à ce qu'ils puissent enrichir l'Amérique pour la reconstruire. Voilà, oui. Ça, c'est ce qu'il veut faire. Oui, on a bien compris. La démarche en Ukraine, ce n'est pas une démarche pacifiste, c'est une démarche tout simplement pragmatique pour quelque chose qui des intérêts qui américains. Coûte de l'argent. Voilà. Oui, oui. Et je pense que si les Américains ne parviennent pas à amener les Ukrainiens et les Russes à la table de négociation, eh bien, je pense que les Américains, c'est un scénario d'ailleurs qui est évoqué aux États-Unis, c'est qu'au bout d'un moment, ils disent, bon, écoutez, nous, on s'en occupe plus, on vous a donné la chance de faire quelque chose, vous l'avez pas saisi, débrouillez-vous, c'est plus notre affaire, et puis il va donner le bébé
aux Européens qui devront, alors d'ailleurs même récemment, dans son interview avec Megyn Kelly, le sénateur, pas le sénateur, maintenant le secrétaire d'État, Marco Rubio, a dit que la reconstruction de l'Ukraine va coûter extrêmement cher, et il a dit, je ne sais pas qui va le payer. Oui. Donc ça veut dire en clair que c'est pas nous. Oui. Donc on voit très très bien que les Américains veulent se dégager de ce problème ukrainien et veulent rendre le bébé à l'Union européenne, pas seulement militairement, mais aussi dans la gestion de la reconstruction du pays. Alors, où en sommes-nous justement dans les tractations, on va dire, de Keith Kellogg, donc celui qui était envoyé l'émissaire de Donald Trump sur place en Russie? Premier sujet, c'est très important sur ça, et je pense que vous êtes beaucoup plus informés que le reste des intervenants. Et aussi, quand même, malgré tout, je reviens sur mon histoire de l'Irak. L'invasion de l'Irak a été faite sur l'échec complet du renseignement, ou là, USAID, etc. J'ai quand même l'impression qu'on est dans des périodes de révélation. Et puis Donald Trump a annoncé aussi désarchiver un grand nombre de dossiers, que ce soit Epstein, que ce soit l'assassinat de Kennedy, justement, que ce soit l'assassinat de Martin Luther King. Enfin, donc on a beaucoup de sujets comme ça. Il va y avoir des révélations. Qu'attendez-vous de tout ça également? Mais d'abord, allons sur la partie émissaire en Russie, pardon, pour mettre vous avez en place. Pardon. Vous avez totalement raison. Alors pour revenir, on va reprendre l'ordre de vos questions. Mais pour ce qui est de Keith Kellogg, donc Keith Kellogg est l'envoyé spécial de Donald Trump pour la question de l'Ukraine. Et je pense qu'il a été sélectionné parce que fin avril 2024, il a publié sur le site qui est America First Institute, qui est une sorte de think tank qui devait rassembler la philosophie de Trump dans la période électorale. Aujourd'hui, on peut retrouver un certain nombre de textes qui marquent les éléments centraux de la politique, à la fois intérieure et extérieure, de Donald Trump. Et Keith Kellogg avait fait un article à l'époque qui avait été le premier à évoquer la ligne démilitarisée, les peacekeepers, donc les soldats de maintien de la paix, etc., etc. Or, aujourd'hui, on voit que Keith Kellogg est en train de s'éloigner de son article. Il a été choisi pour ça, mais aujourd'hui, je pense qu'à la fois Trump et lui voient que le problème est un tout petit peu plus complexe que ce qu'ils avaient prévu à l'époque. D'abord, en avril 2024, eh bien, Keith Kellogg a travaillé sur la base de ce qu'il avait comme connaissance. Et je vous rappelle que le 14 juin 2024, Vladimir Poutine, lors d'une allocution qu'il a fait au cadre du ministère des Affaires étrangères russe, a donné les deux conditions pour lesquelles qu'il faudrait remplir pour que la Russie entre en négociation. Donc, ce n'est pas l'objectif de la négociation, c'est pour entrer en négociation. C'est, que les 4 territoires de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk soient complètement sous contrôle russe et reconnus comme tels. Premier point. Deuxième point, que l'Ukraine s'engage à ne pas entrer dans l'OTAN. Voilà. C'est les 2 points qui sont les éléments de base pour que la Russie aille s'asseoir à la table des négociations. Oui. Donc ça veut dire que ce ne sera pas négocié, ça. Oui. C'est accepté dès le départ. Toutes les négociations viendront sur des éléments qui sont en dehors d'autres modalités. Pardon, juste précision si on s'arrête là. Donc oui. Là, les 2 acquisitions entre guillemets du camp russe, ce seraient donc les territoires reconnus comme tels et pas d'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine. C'est bien ça? Donc, exactement. Tout à fait. En fait, on a perdu. Enfin, cette guerre a été faite pour rien d'une certaine façon, en tout cas du côté ukrainien. Là, clairement, si on s'arrête aux objectifs, enfin au début, aux acquis de la négociation, puisque c'était la demande du départ de la Russie, si ça avait été accordé depuis le début, on aurait évité des milliers de morts. De toute façon, puisque d'ailleurs en avril 2022. Lorsqu'il y a eu cet accord ou cette partie d'accord qui a été signée d'ailleurs par la délégation ukrainienne,
Il était signé donc accepté par la délégation ukrainienne. Il devait encore être signé par la délégation russe lorsque Boris Johnson est intervenu pour que l'Ukraine se retire sa signature. Mais ce qui était prévu dans cet accord, ce que les Ukrainiens avaient accepté déjà à l'époque, c'était que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Oui. Par ça, les Russes, en échange, avaient accepté de se retirer des zones qu'ils occupaient, avec l'exception de la Crimée et des 2 républiques du Donbass, dont le statut devait encore être négocié. Donc, si vous voulez, si Zelensky avait résisté à Boris Johnson et accepté les termes d'Istanbul, eh bien, il serait beaucoup mieux aujourd'hui que ce qu'il y a. Évidemment, aujourd'hui, les Russes disent, vous n'avez pas accepté en avril 2022, le train est passé, terminé. J'entends, on ne peut pas revenir en arrière, tous ces gens ne sont pas morts pour rien. Ouais. Donc, mais plus loin, vous comprenez, pour monter dans le temps, puis dire si Zelensky avait accepté les accords de Minsk, eh bien, il aurait l'Ukraine telle qu'on l'avait sur la carte en 2014. La seule différence, c'est qu'il y aurait eu une relative autonomie des 2 républiques du Donbass et peut-être d'autres pour d'autres minorités, puisque les droits des minorités devaient être respectés selon les termes des accords de Minsk. Oui. Donc, Zelensky est allé dans les politiques du pire chaque fois, qui a conduit chaque fois l'Ukraine dans une situation plus défavorable. Oui, d'accord. Et on voit qu'aujourd'hui, il est d'ailleurs toujours dans cette dynamique. Et il me semble que Keith Kellogg, dans les promesses qui ont été faites pour ouvrir le dialogue avec la Russie, a dit on promet qu'on empêchera en gros l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN, mais sous 20 ans. Voilà, oui, il y a eu tous ces schémas-là parce qu'on a bien compris que la question de l'OTAN était une question, une vraie question. Et donc, il y avait cette idée de temporaliser. Mais comment Vladimir Poutine a été très clair. Ah oui. Il a dit, c'est pas dans une année, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, c'est jamais, point barre. Oui. Donc ça, c'est entendu aujourd'hui par les autres partis. Maintenant, aujourd'hui, on a très bien compris, et c'est ce qui complique le calcul, si vous voulez. Oui. Parce qu'autrefois, aujourd'hui, les Occidentaux voient qu'ils n'ont plus de carte en main. Ils auraient pu jouer sur la question de on donne à l'Ukraine le membership ou le droit d'entrer dans l'OTAN dans 10 ans, dans 15 ans, et puis on peut négocier sur la durée, si vous voulez. Donc, ça donne une carte à jouer. Mais aujourd'hui, et c'est ce qui complique le calcul de Keith Kellogg, c'est qu'il n'a absolument aucune carte en main. Il n'y en a aucune. Et les Russes, plus on a temporisé, plus les Russes avancent, plus les Russes disent tant que vous ne voulez pas négocier, nous, on détruit. C'est tout. D'ailleurs, c'était l'objectif annoncé par Vladimir Poutine le 24 février 2022. De nouveau, on est toujours parti en Europe, en Occident, sur l'idée que la Russie voulait occuper l'Ukraine. C'est faux. La Russie voulait détruire un potentiel militaire et un potentiel de nuisance pour la population civile. C'est ce qui était sous le label dénazification, puisqu'il avait repris les termes de la déclaration de Potsdam de 1945. Oui, pour mobiliser aussi, on imagine. Oui. Voilà, tout à fait. C'est un artifice de rhétorique, si vous voulez. Mais le fait est que l'objectif premier de l'intervention militaire, c'est de protéger les populations russes d'Ukraine. Oui. Ça, c'est l'objectif premier. L'objectif stratégique, parce que dans la pensée militaire russe, on peut même dire, même soviétique à l'époque, c'est l'idée de convertir les succès opératifs en succès stratégiques, les succès stratégiques en succès politiques. Donc ça veut dire que la raison pour laquelle les Russes, et c'est très important de le dire parce que j'entends beaucoup de gens, y compris sur votre chaîne d'ailleurs, qui disent que les Russes ont intervenu parce que l'OTAN s'était avancée. Non. D'ailleurs, si c'était ça, la Russie serait totalement condamnable parce qu'on n'a pas le droit d'intervenir militairement. C'est d'ailleurs pour ça que en fait, ils répètent la rhétorique d'une certaine manière des Occidentaux, parce que vous pouvez pas intervenir dans un pays simplement pour lui faire changer de politique. Et ça, c'est punissable selon la Charte des Nations Unies. Ouais. Mais les Russes ont toujours fait attention de dire que c'était pas la raison. Oui.
La raison, c'est pour protéger la population du Donbass. Et ça, c'est légal. Et ça, c'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah ouais, non, c'est parce que… » Oui, il y a certainement le fond de l'histoire. Bien sûr. Est certainement lié à l'avance de l'OTAN. Mais légalement, c'est c'est vrai, pas ce qui a été avancé. mais ça n'est pas la raison pour laquelle les Russes sont intervenus en Ukraine. D'accord. Et j'ai eu d'ailleurs toute une discussion avec Robert Kennedy Junior il y a quelques mois sur cette question-là, parce il était très inquiet de savoir et voulait l'explication exacte. Et on a discuté ça pendant longuement. Eh ben, vous avez des discussions intéressantes, vous. Oui. Alors, non, mais attendez, parce que vous avez dit beaucoup de choses importantes, donc il faut qu'on reprenne les choses en main. Vous avez dit, donc aujourd'hui, c'est plutôt les Russes qui dominent le dialogue de cette possible négociation de fin de guerre. Donc la partie Ukraine, États-Unis derrière, non plus les cartes en main, dites-vous. Mais on a quand même entendu aussi Donald Trump, alors il y avait cette histoire des 20 ans, mais abandonné, et on a aussi entendu Donald Trump gonfler les muscles, mais c'est certainement une méthode de cow-boy habituelle à Donald Trump, qui est habitué des négociations commerciales, gonfler les muscles au départ en disant, alors que Vladimir Poutine était plutôt assez ouvert en disant je suis prêt au dialogue avec Donald Trump, Donald Trump gonflait les muscles en disant je vais mettre des sanctions et la Russie aurait tort de ne pas aller à la négociation. Comment vous interprétez ça et est-ce que Poutine a-t-il peur de ces sanctions? Poutine n'en a certainement pas peur parce que maintenant les Russes sont habitués à ces sanctions depuis 2014. Ils ont très bien vu que ces sanctions ne fonctionnent pas et au contraire ont contribué à stimuler l'économie russe. Donc je pense que ces sanctions, c'est évidemment de la gesticulation, mais ça fait partie de la politique de Trump. Trump n'utilise pas la force militaire, on l'a vu par le passé d'ailleurs, il n'utilise pas la force militaire pour s'imposer, mais il a militarisé l'économie, si vous voulez. Oui. Et c'est ce qu'il a fait avec le Canada, c'est ce qu'il fait avec le Panama, c'est ce qu'il essaie de faire avec le Danemark, c'est-à-dire dire, si vous acceptez pas, je vous impose, je vous mets des embargos, des sanctions, etc. Donc c'est une autre manière de faire la guerre, si vous voulez, c'est de déplacer la guerre du champ militaire au champ économique, partant de l'idée, selon lui, que l'Amérique est évidemment toujours ce pays enfin les États-Unis, qui sont ce pays qui domine le monde et qui peut dicter comme ça la conduite des autres. Donc ça, c'est la politique de Trump. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est deux choses. Tout d'abord, que l'administration Trump s'est donné 100 jours pour avoir une négociation, pour avoir un embryon de solution à la question ukrainienne. Et vous remarquerez que Trump a utilisé en fait un peu la carotte et le bâton. Oui. Il a utilisé le bâton avec l'Ukraine en disant maintenant on vous coupe les vivres. Tout à fait. Alors pas toutes les vivres. Il y a une partie des vivres, puisque le décret qu'a adopté Trump, si vous le lisez correctement, vous verrez que c'est tous les nouveaux projets qui sont gelés par Trump. Après, il y a Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État, et qui a précisé les choses, renforcé un certain nombre de choses. Et puis, il y a la question du USAID qui est venue, qui fait partie de ce gel des différents projets de financement, d'ONG, etc., de l'aide en général. Sur place en Ukraine, oui. Mais les armes, apparemment, les armes qui avaient été promises par l'administration Biden et qui étaient prêtes à être envoyées à l'Ukraine ont quand même été envoyées à l'Ukraine. Donc, si vous voulez, on n'a pas tout coupé à l'Ukraine. Il y a des choses qui continuent à parvenir, peut-être plus grand-chose, parce que de toute façon, les Américains… Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, les Américains n'ont plus grand-chose à donner à l'Ukraine de toute façon. Mais en gros, on a voulu, en resserrant les choses, en resserrant les vis, on a dit à Zelensky, maintenant, il faut que tu commences à aller négocier. Oui. Et puis, on a fait la même chose du côté russe. Vous vous rappelez le tweet de Donald Trump, où en substance, il disait « J'ai le grand respect pour la nation russe, qui a perdu tant d'hommes durant la Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. » Mais si vous n'allez pas négocier, je vais être obligé de mettre des sanctions sur vous de nouveau. Tout à fait. Donc, il y a un peu cette épée de Damoclès qui a été faite et ça fait partie un peu de ce jeu de Trump de manier la carotte et le bâton. Oui.
Et pour pousser, je rappelle que le gel de l'aide internationale prévu par Trump, c'est 90 jours. 90 jours, 100 jours, on est dans le créneau de ce que l'administration Trump s'est donné pour avoir une solution en Ukraine. Et là, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il dit pas, il vient pas avec une solution. Il dit, vous allez vous asseoir et vous discuter. Ouais, Donc, ouais. il les oblige à parler ensemble. Ouais, non, Mais il vient plus avec une solution. Mais en fait, je trouve que Oui, allez-y. Parce qu'ils n'ont plus de solution. Ils n'ont pas de solution. Et ils se rendent bien compte que la solution qu'ils peuvent avoir, c'est une solution qui va nécessairement être celle des Russes. Et d'ailleurs, Donald Trump l'a dit, parce qu'on lui a dit qu'est-ce qui va se passer avec l'Ukraine, etc., et quelle va être l'issue de la guerre. Et puis, Trump a dit l'issue de la guerre sera déterminée par Poutine. Parce qu'ils ont très bien compris qu'aujourd'hui, toutes les cartes sont en main de la Russie et que l'Occident, maintenant, n'est plus que le spectateur de cette chose-là. Et ça montre d'ailleurs l'incapacité des Occidentaux, et là, pas seulement peut-être des Américains, à la limite un peu moins que les autres, puisque je vous rappelle qu'au début novembre 2022 déjà, 2023, pardon, les Américains et notamment le Pentagone, avait conseillé à Zelensky de se rapprocher des Russes, enfin pas se rapprocher des Russes, mais de se rapprocher d'une négociation avec les Russes et d'engager un dialogue avec la Russie. Parce qu'ils ont très bien vu déjà en novembre 2023 que la situation allait tourner vers la catastrophe. Donc les Américains et le renseignement américain avaient très bien vu ça. Tout ce qu'on a entendu, les gesticulations, sont les politiques, de nouveau. C'est pour ça que je veux pas ici défendre les services de renseignement américains parce qu'ils ont aussi leur part d'erreur, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Ce sont les politiciens qui ont créé le problème, plus évidemment. que les gens du renseignement. On a toujours, les politiciens essayent toujours de déverser leurs responsabilités sur les autres. Je comprends. Ce sont les politiciens européens, les politiciens américains, les politiciens britanniques, français aussi d'ailleurs, français, allemands, britanniques et américains qui sont responsables de la catastrophe. Attendez, alors juste là-dessus, Jacques Beau, parce que allez, on dérive un peu, mais c'est quand même absolument passionnant et c'est bien de savoir un peu comment ça marche, ces ficelles-là. Donc vous dites, le renseignement, finalement, c'est pas lui qui a mis en route, on va dire, ces différentes, ou déclenché ces différentes guerres, c'est l'utilisation de certaines informations, de certaines personnalités dans ce renseignement qui ont été utilisées. À un moment donné, on a récupéré une parole, une information, et on l'a extrapolée, instrumentalisée pour déclencher certaines guerres. C'est compris. Donc vous dites, ce sont les politiciens qui l'ont instrumentalisé qui sont responsables, c'est clair. Ces politiciens, pour qui roulent-ils ? Est-ce qu'ils roulent pour eux-mêmes ou est-ce qu'ils roulent pour quelque chose qui est encore derrière, qui n'est pas finalement le renseignement ? Y a-t-il plus profond que le renseignement et les États et les politiciens ? Vous avez compris ma question ou pas ? Je sais pas si... Oui, d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle l'État profond, si vous voulez. C'est-à-dire des gens qui travaillent selon l'idéologie. Vous avez des gens comme Lindsey Graham aux États-Unis, Blumenthal, etc., qui sont des fanatiques. C'est des fanatiques, mais c'est comme Ursula von der Leyen ou Annalena Baerbock en Europe. Ce sont des fanatiques, tout simplement. Et c'est difficile d'expliquer. Il y a des éléments qui sont difficilement perceptibles, qui vont sans doute très profond. Le grand-père d'Ursula von der Leyen était déjà, à l'époque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était pas général SS comme on l'a déclaré, mais il travaillait pour le Troisième Reich pour rattacher économiquement l'Ukraine au Troisième Reich. Oui. Et il faisait ce que fait Ursula von der Leyen, et en fait la continuation de ce que faisait son grand-père d'une certaine manière. Vous avez la même chose. Anthony Blinken, il est originaire de cette région. Son arrière-grand-père, plus exactement, a subi les pogroms du début du XXe siècle à Kiev. Et Victoria Nuland, qui a été aussi une actrice de cette affaire, elle est aussi petite fille d'un émigré juif venant d'Ukraine. Donc on voit bien que
il y a certainement, c'est difficile à dire, mais et Chrystia Freeland d'ailleurs, qui aujourd'hui est pressenti comme possible successeur de Justin Trudeau, son grand-père était un collabo des nazis en Ukraine. Ouais. Elle aussi. Vous voyez, donc, dans quelle mesure ces éléments jouent, je ne suis pas en mesure de le dire. Mais on s'aperçoit qu'il y a une conjonction. On voit qu'il y a quelque chose qui est plus profond dans cette haine de la Russie. On n'est pas dans quelque chose qui est pragmatique, qui est calculé. On voit dans la manière d'aborder toute la question. Et d'ailleurs, on voit bien que, vous savez, moi j'ai vécu la guerre froide. Et j'étais effectivement un guerrier de la guerre froide. Mais on n'a jamais eu dans notre logiciel, si vous voulez, l'idée de lutter contre les Russes, ou contre les Polonais, ou contre les Tchèques, ou contre les Roumains. Ouais. On était contre le système communiste, on était contre la marxisation de la société. On luttait contre un système, pas contre des gens. Aujourd'hui, quand vous écoutez le dialogue de nos politiciens, y compris, c'est contre les Russes. Et on prend des mesures contre les Russes. Et on prend des mesures, non pas seulement contre les Russes, mais typiquement en France, si vous avez un nom à consonance russe, vous avez déjà de la difficulté à ouvrir un compte en banque. Oui, ou donc, alors vous faites fermer votre compte, je peux vous en parler personnellement. Voilà, on a fait des émissions. Ça. Alors que donc, parfois on est dans des banques qui ont des comportements typiquement racistes, où on condamne les gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font. Oui. Alors, exactement que le tribunal de Nuremberg a jugé en 1946. Et ça, c'est une dynamique qu'on n'avait pas du tout dans la guerre froide. Alors justement, comme j'ai dit à plusieurs reprises, vous pouviez trouver la Pravda dans nos kiosques pendant la guerre froide. Ouais. Aujourd'hui, on bloque RT. C'est vrai. Jacques Beau, vous parlez du procès. C'est tout aussi de la désinformation que maintenant. Oui. Vous parlez du procès de Nuremberg, qui a permis de mettre pas mal de choses à jour, quoique, finalement, quand on vous entend, sommes-nous allés vraiment jusqu'en haut de l'échelon, jusqu'au bout des cordes et des initiatives? Pas certain. Mais en tout cas, si on faisait un nouveau Nuremberg, en tout cas, si on remettait, comme le veut Donald Trump, certains dossiers sur la place publique, on arrivera à un grand temps de révélation. Et j'en arrive à ma dernière question. Donc, ce qui va être révélé derrière l'assassinat de Kennedy, il y a forcément là, ça va forcément, la corde va forcément remonter à l'état profond. Si on parle de, alors Martin Luther King, pardon, je connais moins bien le dossier, mais bon, tous les grands dossiers, Epstein, etc. On va remonter quand même des ficelles très très intéressantes, et donc on va pouvoir peut-être justement mieux connaître ce qui se passe derrière les ordres politiques ou alors derrière les renseignements. Oui, j'ai bien vu ça et j'avais suivi avec attention. Déjà lors du premier mandat de Donald Trump, il avait déjà promis de libérer ou déclassifier les documents relatifs à l'assassinat de Kennedy, mais il ne l'a pas fait totalement. Et il y a un certain nombre, il y a quelques milliers de documents d'ailleurs qui sont restés classifiés, et la justification qui a été donnée, c'est pour des raisons de sécurité nationale. Sécurité nationale. Donc, vous voyez, on est à 60 ans, presque 70 ans, enfin 60 ans après les événements. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont décédés. Dans les milieux du renseignement, ça fait déjà très longtemps qu'on sait que la CIA, ça n'est ni la CIA, ni la mafia italienne, ni les militaires américains qui voulaient se venger, c'est pas tout ça. Alors c'est quoi? Alors je vais pas vous le dire ici parce que je veux pas que votre émission soit bouclée, mais je pense que ces révélations effectivement feraient un coup de tonnerre. Et je pense que là encore, on va trouver des artifices pour ne pas tout sortir. Parce que ça devient vraiment explosif. Et effectivement, pour la sécurité nationale,
On est dans un problème de sécurité nationale. On n'est pas dans des problèmes de protéger un tel ou tel autre. Dans le sens où c'est tellement explosif qu'une perte de confiance tellement énorme de l'État ou du système, on va dire, serait tellement forte que tout pourrait arriver. C'est dans ce sens-là, la sécurité. Pour la perte de confiance dans un autre État. Dans un autre État? Ou dans son État? Dans un autre État. D'accord. Bon, ouais, voilà, écoutez, voilà. C'est effectivement un problème de sécurité nationale. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y aura des forces extrêmement puissantes aux États-Unis pour empêcher que ça sorte. Parce que c'est pratiquement toute la politique étrangère des États-Unis qui s'effondre. Mais Kennedy, quand même, le Robert Kennedy Jr., lui, a envie que ça sorte. Ah oui, ça, je pense que oui. Mais le problème est que quand vous êtes dans un gouvernement, après, il y a une politique de ce gouvernement, il y a tout ça, n'est-ce pas? On a, et c'est d'ailleurs ce qu'a révélé l'audition de Tulsi Gabbard, de Kash Patel, etc., comme d'autres d'ailleurs, on a dans l'équipe Trump, ou dans l'équipe qui a été nominée par Trump, on a, n'est-ce pas, Trump, c'est quelqu'un qui est pas, il n'a pas fait des campagnes contre les démocrates. Il est pas contre il est contre l'establishment, qu'il soit républicain ou démocrate d'ailleurs. C'est donc quelqu'un qui veut donner un grand coup de pied dans la fourmilière, toutes tendances confondues. C'est la raison pour laquelle il a à peu près autant d'ennemis parmi les républicains que parmi les démocrates. Et il a choisi des gens qui sont dans cette optique-là. Et par conséquent, on a certainement des gens qui veulent renverser la fourmilière. Le problème est qu'il y a un moment où vous pouvez renverser tout, mais il y a quand même des choses qui doivent rester d'une certaine manière. Et c'est la raison pour laquelle je sais que JFK voudrait, pas JFK, RFK, voudrait que ces documents soient publiés, mais je pense que, enfin, de nouveau, je ne peux pas préjuger, bien sûr. Mais je ne serais pas surpris que le mouvement soit interrompu pour une raison ou pour une autre. Après, il y aura peut-être des choses qui seront dites de manière un peu plus en filigrane et comprendra qui voudra, et c'est peut-être moins violent, je ne sais pas. Vous connaissez mieux le système que moi. On peut pas prendre toutes les grandes révélations ce matin, et on va suivre ça avec vous, parce que j'ai l'impression que vous en savez beaucoup. Mais juste, par exemple, sur le dossier Epstein, est-ce que pareil, ça peut nous permettre de remonter certaines ficelles? Probablement. Alors là, c'est des dossiers Epstein, c'est des dossiers que je connais très très mal. Je me suis pas intéressé particulièrement à cette question. Donc là, je ne serai pas le meilleur interlocuteur pour en parler. D'accord. Mais effectivement, il est vrai que tous nos pays, pas seulement les États-Unis, tous nos pays, à force de, capitaliser sur cette espèce de sentiment qu'on est les meilleurs, eh bien, en pensant qu'on est les meilleurs, on ne s'améliore pas. D'accord. Si vous voulez. Et au contraire, on a tendance à pourrir un peu de l'intérieur. Et ce qui est aux États-Unis se voit peut-être un peu mieux. D'ailleurs, ils ont des mécanismes d'ailleurs qui permettent de voir ça. Hein. Vous parliez des gouvernements renversés, des assassinats. Tout ça fait partie. Il y a des rapports des commissions d'enquête du Sénat qui sont parfaitement bien documentés. C'est des gros documents, d'ailleurs, de plusieurs centaines de pages, comme sur la torture, comme sur tout ça. C'est des documents qui comprennent plusieurs centaines. Donc les Américains ont commis certain nombre de crimes, hein, les services de renseignement, d'autres, etc., typiquement pour la torture, mais ils ont aussi les mécanismes pour mettre à jour tout ça, pour corriger tout ça. Alors, je ne pense pas que les Américains soient meilleurs ou moins bons que nous. Je pense qu'on a les mêmes travers, qu'on commet les mêmes crimes, mais on n'a pas les mécanismes pour les mettre à jour. Ouais. Et on a d'ailleurs, quand vous commencez à parler de mécanismes de surveillance et services secrets, etc., vous avez tout le monde qui met les pieds contre le mur pour vous dire non, ça on veut pas. Alors qu'aux États-Unis, ça fonctionne, et ça ne les empêche pas d'ailleurs de mener des opérations clandestines et toutes ces choses-là. Ça ne les empêche d'ailleurs pas de répéter un certain nombre de crimes.
Mais par exemple, vous avez eu beaucoup de choses qui ont été, puisque l'audition de Tulsi Gabbard a beaucoup tourné autour de la question de Snowden, par exemple. Le 11 septembre, ça fait partie des révélations qui peuvent arriver, de certaines informations, de déclassifications qui peuvent changer les choses également? Je pense pas que ça changera beaucoup les choses, personnellement. Je pense que d'ailleurs, jusqu'à maintenant, il y a eu d'ailleurs des enquêtes sur le 11 septembre, hein, qui sont d'ailleurs des documents très épais qui ont été faits au lendemain du 11 septembre par la commission du renseignement du Congrès. Et enfin, des deux, c'est pas du Congrès, il n'y a pas de commission du Congrès, mais une commission du Sénat et une commission de la Chambre des représentants. Et ces commissions ont fait d'ailleurs un énorme travail pour comprendre, et ce qu'on s'est aperçu pour le 11 septembre, c'est pour ça que je suis pas un fervent, supporter de ces théories, comme en parallèle avec la CIA qui aurait ceci et ça. Je n'y adhère pas. Je pense qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup plus prosaïque que ça, qui dénote d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'on a 20 types, 19 en tout cas, le 20e, il s'est proclamé comme tel, mais c'est Moussaoui, mais on n'a jamais été vraiment totalement sûr qu'il ait fait partie, mais admettons 20. Mais c'est 20 gars qui ont décidé de faire ça. Le problème, c'est qu'ils étaient trop petits. Ils étaient un petit groupe détectable, si vous voulez. Ils étaient sous les radars. Et c'est comme ça que les choses se sont produites. Ouais. Plus que des grandes organisations. D'ailleurs, on n'a jamais trouvé d'organisation qui s'appelle Al-Qaïda. On a donné des noms à des chefs, à des sous-chefs, etc. Mais on n'a jamais retrouvé d'éléments. L'État islamique, oui, il y a des structures qui sont très connues, le Hayat al-Sham, etc. Tout ça sont des groupes dont on connaît les structures, on connaît les ramifications, on connaît tout ça. Al-Qaïda, ça n'a jamais été défini. On ne va pas entrer dans ce débat aujourd'hui, mais on ne va pas découvrir. Mais qui seront ouverts de toute façon, et on reviendra dessus avec vous. Ils seront ouverts, mais je ne pense pas qu'on va découvrir beaucoup de choses là-dessus. Sur ces questions-là. On va surtout découvrir qu'il y a des trous dans la raquette qui sont inévitables dans une société démocratique et qu'il faut travailler avec La seule manière de combler les trous, c'est de travailler de manière préventive. Ouais. Voilà, ça c'est ce que j'ai écrit dans mon livre « Le vaincre sur le terrorisme djihadiste ». Et c'est la même chose valable pour tout ce qui a touché d'ailleurs les attentats terroristes en France et ailleurs. Vous ne pouvez pas tout couvrir par le renseignement, vous ne pouvez pas espionner chaque citoyen. Et il y a un moment, au moment où la surveillance s'arrête, vient la prévention qui doit empêcher que des gens passent à l'acte, si vous voulez. C'est clair. On a balayé beaucoup de sujets. C'était très intéressant et ça me fait penser seulement quand vous parliez de Kennedy et de ce que ça pourrait révéler si vraiment tout était ouvert. Quand on relit De Gaulle, c'était De Gaulle de Perfit, il y a cette page où justement il revient sur l'assassinat de Kennedy et De Gaulle revient un peu choqué et je crois qu'il dit à Perfit, ou alors en tout cas ça lui a rapporté après, c'est tellement grave que ça ne sortira jamais. L'information. Donc visiblement De Gaulle a compris, je ne sais pas ce qu'il est dessous, mais malheureusement j'ai pas exactement la phrase en tête, mais voilà, le général De Gaulle probablement avait en tout cas décelé. Oui. De Gaulle le savait d'autant mieux que d'une certaine manière la France à cette époque où De Gaulle, sans le vouloir d'ailleurs, il en est un peu à l'origine d'une certaine manière. Mais bon, on va pas entrer de nouveau, on va pas. Et à l'origine, je ne veux pas dire que c'est lui qui a été impliqué là-dedans, etc. Je pense que ce n'est pas du tout l'optique du pays, mais il était très bien placé pour le savoir. Bon, peut-être voilà, pour avoir plus d'indices, relisons C'était De Gaulle de Perfit. On va commencer par ça. Merci beaucoup Jacques Beau, et puis lisons Jacques Beau. Merci beaucoup Jacques Beau. L'art de la guerre russe chez Max Milo, et puis tant d'autres ouvrages. Je ne sais pas si vous voulez que j'en cite un autre, si vous en avez un autre en particulier, Jacques Beau. L'opération Z. L'opération Déluge d'Al-Aqsa. Déluge d'Al-Aqsa. Typiquement, qui concerne la question palestinienne. Opération Z, Ukraine entre guerre et paix. Voilà.
Vous avez le choix. Oui, on a le choix. Merci beaucoup, Jacques Beau. C'était passionnant. Merci d'avoir été patient parce qu'on a un petit peu dépassé l'heure de Tocsin, mais ça valait le coup. Merci encore, Jacques Beau, ancien colonel d'état-major général, ancien membre du renseignement stratégique suisse, spécialisé des questions notamment des pays d'Europe de l'Est. Merci à vous tous, chers amis, jusqu'au bout, malgré le fait qu'on ait largement dépassé les horaires. Vous êtes encore très nombreux. Merci infiniment à vous. Merci de continuer de relayer le nom de Tocsin autour de vous, de l'envoyer sur WhatsApp, d'appeler vos amis et surtout restez présents, toujours plus nombreux tous les jours. Demain on se retrouve à 7h30 pour de nouvelles aventures.